les prochaines vidéos YouTube, ce sera les replays du coup de ce livre-là. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, alors, on va regarder, on va lire un petit peu le début. Alors, je vais juste regarder combien de temps. Alors, on va lire, je pense, le premier chapitre et le début. Donc, le début, la présentation du livre et le premier chapitre. Voilà. Bienvenue à toi, Marina. Bienvenue à tous. Donc, Influence et manipulation, pour les spécialistes du marketing, l'un des livres les plus importants de la décennie. Voilà, donc ensuite, on a l'introduction. Alors, j'avais vu, il y avait un petit... je crois qu'il y a une petite présentation où j'ai rêvé. Ah oui, voilà. Donc, Robert Cialdini, né en 1945. Robert Cialdini est un psychologue social américain, spécialiste de l'étude de la persuasion, la négociation et la complaisance. Il enseigne ces domaines à l'Université de l'Arizona. Son ouvrage Influence et manipulation, donc, qui date des années 90, reprend ses recherches sur la persuasion par le marketing et a été publié dans 27 langues. Et donc, ça a été un best-seller du New York Times. Voilà, donc je vous remontre, c'est le livre. Voilà. Bienvenue à tous. Merci Taina. Merci beaucoup. Yes. Alors, introduction. Hop. Donc, dites-moi si vous voyez bien. Donc là, d'abord, je vais lire l'intro, donc qui fait juste quelques pages. Voilà. Et donc, je fais des petites pauses et je regarde vos commentaires, hein. Voilà. Donc, introduction. Je peux bien le dire aujourd'hui, j'ai toujours été un gogo. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été la cible, rêvée des vendeurs, quêteurs et solliciteurs de toute espèce. Certes, les mobiles de ces gens n'étaient pas toujours inavouables. Certains d'entre eux, représentants d'organisations charitables par exemple, avaient les meilleures intentions du monde. Il n'empêche, avec une régularité inquiétante, je me suis vue prendre des abonnements à des revues qui ne m'intéressaient pas, ou des billets pour le bal des éboueurs. C'est sans doute cette longue expérience de victime qui m'a poussée à m'intéresser à la persuasion. Quels sont les facteurs qui poussent un individu à accepter une proposition? Et quelles sont les techniques les plus efficaces pour amener ce consentement? Comment se fait-il qu'une requête formulée d'une certaine façon soit rejetée alors que, formulée d'une autre façon, elle sera satisfaite? C'est pourquoi, étant chercheur en psychologie sociale, je me suis mis à étudier la psychologie de la persuasion. Ma recherche a d'abord pris la forme d'expériences réalisées, pour la plupart dans mon laboratoire, avec mes étudiants comme sujet d'expérience. Je voulais savoir quels sont les principes psychologiques qui influencent sur notre tendance à satisfaire une requête. À l'heure actuelle, les psychologues connaissent bien ces principes, leur nature et leur mode d'action. Pour ma part, j'ai défini ces principes comme les armes de l'influence, et je décrirai les plus importants d'entre eux dans les chapitres suivants. Je me suis cependant rendu compte, après un temps, que le travail expérimental, quoique nécessaire, n'était pas suffisant. Il ne me permettait pas d'estimer l'importance de ces principes en dehors de mon champ d'expérience à l'université. Pour comprendre pleinement la psychologie de la persuasion, il me fallait élargir mon champ d'investigation. J'allais m'intéresser aux professionnels de la persuasion, aux gens qui savaient si bien tirer parti à mes dépens de ces principes. Ces professionnels savent ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas. C'est la loi de la sélection naturelle. Leur métier est de nous faire consentir, et c'est de notre consentement qu'ils vivent. Ceux qui ne savent pas faire dire oui disparaissent rapidement, les autres survivent et prospèrent. Bien évidemment, les professionnels de la persuasion
ne sont pas seuls à connaître et utiliser ces principes pour arriver à leur fin. Tous, nous les employons et nous y succombons tour à tour, dans nos rapports quotidiens avec nos voisins, nos amis, nos partenaires amoureux ou nos enfants. Mais les praticiens de la persuasion possèdent beaucoup plus que l'intuition confuse que nous avons tous en la matière. J'ai donc, lors des 3 années suivantes, complété mes études expérimentales d'une immersion systématique dans le monde des professionnels de la persuasion, les vendeurs, quêteurs, escrocs et publicitaires. Mon but était d'observer de l'intérieur les techniques et les stratégies les plus efficaces et les plus usuelles chez les professionnels de la persuasion. Cette observation a parfois pris la forme d'enquêtes auprès des praticiens eux-mêmes ou auprès de l'ennemi naturel, la police ou les organisations de consommateurs, de certains d'entre eux. Dans d'autres cas, elle a porté sur un examen approfondi des écrits qui transmettent d'une génération à l'autre les techniques de persuasion, c'est-à-dire les manuels de vente et autres. La plupart du temps cependant, j'ai eu recours à l'observation directe par participation. La participation est une méthode dans laquelle le chercheur se fait en quelque sorte espion. En déguisant son identité et ses intentions, il va infiltrer le milieu qui l'intéresse et devenir membre à part entière du groupe à étudier. Ainsi, quand j'ai voulu me renseigner sur les tactiques de persuasion des sociétés proposant des encyclopédies, ou des aspirateurs, ou des portraits souvenirs, ou des cours de danse, j'ai répondu à des annonces offrant une formation de vendeur et j'ai appris leur méthode. Avec des moyens similaires mais adaptés, j'ai pu infiltrer des agences de publicité, des relations publiques et des organismes faisant appel au public afin d'examiner leurs techniques. Les exemples proposés dans cet ouvrage proviennent souvent de mon expérience en tant que faux professionnel de la persuasion ou aspirant praticien. Dans un certain nombre d'organismes dont la vocation est de nous mener à dire oui. Ces 3 années d'observation directe m'ont appris en particulier une chose. Bien qu'il y ait des milliers de tactiques différentes pour faire dire oui, on peut les classer en 6 catégories. Chacune de ces catégories correspond à un principe fondamental de psychologie auquel est soumis le comportement humain et qui donne sa force aux tactiques employées. Le livre est construit sur cette classification, chaque chapitre correspondant à un des principes. Ces principes, cohérence, réciprocité, preuve sociale, autorité, sympathie et rareté sont analysés tour à tour dans la perspective de leur fonction dans la société et de leur détournement par un professionnel. Leur pouvoir considérable est utilisé pour suggérer un achat, un don, une concession, un vote, un consentement, etc. Il mérite d'être observé que parmi ces 6 principes, je n'ai pas inclus la loi du simple intérêt matériel, selon laquelle nous cherchons tous à obtenir le maximum à moindre prix. Non pas que je considère cette motivation sans grande influence sur nos choix. Je ne détiens pas non plus la preuve que les professionnels de la persuasion en ignorent le pouvoir, bien au contraire. Sur le terrain, j'ai souvent constaté qu'ils recouraient, parfois en toute honnêteté, parfois non, à la méthode très convaincante du « je vous fais un prix, vous faites une affaire ». Si je ne consacre pas de chapitre particulier à la loi de l'intérêt matériel, c'est pour la simple raison que son rôle va de soi et qu'il suffit de l'identifier sans la décrire en détail. Enfin, chaque principe possède une capacité particulière à provoquer un consentement automatique, c'est-à-dire à amener les gens à dire oui sans réfléchir préalablement. Tout indique qu'avec le rythme frénétique de la vie moderne et la surabondance de l'information, cette forme de consentement non réfléchi jouera un rôle de plus en plus important à l'avenir. Il sera donc plus que jamais indispensable pour nos sociétés de comprendre le pourquoi et le comment de l'influence conditionnée.
Depuis la première parution d'Influence et manipulation, quelques années ont passé. Dans l'intervalle, se sont produits des faits qui ont leur place, selon moi, dans cette nouvelle édition. Nous en savons davantage aujourd'hui sur le processus de persuasion. Les pages qui suivent reflètent donc les progrès effectués dans l'étude de ce phénomène. En plus, dans cette mise à jour générale, j'ai apporté à ce livre une nouvelle rubrique, née des réactions de mes lecteurs. Ces personnes m'ont écrit pour relater comment les principes évoqués dans l'ouvrage se sont vérifiés à leurs dépens ou à leur avantage. Leurs témoignages qui figurent à la fin de chaque chapitre montrent combien il est facile et fréquent dans la vie quotidienne d'être victime du processus d'influence. Je remercie ceux qui, de façon directe ou par l'intermédiaire de leurs formateurs, ont contribué à cette rubrique témoignage. Pat Bobbs, Mark Hastings, James Michael, Paul R. Neil, Alan Resnick, Daryl Retzlaff, Dan Swift et Carla Vask. J'invite de nouveaux lecteurs à me faire part de nouveaux exemples à insérer éventuellement dans une nouvelle édition. Robert B. Caldini. Hop, voilà. Donc ça, c'était l'introduction. Voilà. Donc je vous remonte le livre. Bonsoir tout le monde. Voilà. Alors je regarde vos commentaires. Après, on va commencer du coup le chapitre 1. Donc n'hésitez pas à me dire, est-ce qu'il y en a qui l'ont lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et n'hésitez pas à tapoter à fond sur le live, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci Crédit. Yes, alors je mets les rediffs sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ma chaîne c'est Madame-du-bas succès. Donc vous avez toutes les rediffs des lives sur YouTube. Donc si jamais vous loupez une partie ou voilà que vous pouvez pas rester ou vous arrivez plus tard, bah, vous aurez peut-être la partie qui vous intéresse. Enfin vous aurez la partie qui vous intéresse sur ma chaîne YouTube. Voilà. Coucou Florence, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Bonsoir Anaïs. Quel livre conseilles-tu? Bah alors, sur les livres de développement personnel, je conseille pas de livres directs comme ça. En fait, à chaque fois, ce que j'explique, c'est que ça va dépendre de. Je conseille pas de livres directs comme ça. En fait, à chaque fois, ce que j'explique, c'est que ça va dépendre de. Attendez, voilà. Hop. Est-ce que c'est bon? Ouais, voilà. Donc, ça va dépendre de ton besoin, en fait. Ça dépend ce que tu souhaites travailler sur le moment. Est-ce que c'est plus au niveau de tes blessures? Est-ce que c'est interne? Est-ce que c'est sur la confiance, l'estime de soi? Est-ce que c'est sur, par exemple, est-ce que c'est sur ta vie, est-ce que c'est sur les relations sociales? Voilà, en fait, il y a plein de livres. Donc ça va dépendre de ce que tu veux, ce sur quoi tu veux travailler, quoi. Oui, Jungleberry, tu peux donner des suggestions de livres, aucun souci. Voilà. Ouais, Le secret de Rhonda Byrne. Oui, on en a déjà parlé, on m'en a déjà parlé en live. Merci Anaïs. C'est vrai que celui-là, il faudrait que je le regarde parce qu'il est souvent revenu. Et apparemment, il est très bien, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Et dites-moi, alors, j'ai installé une petite lumière, vous voyez, le long de mon bureau. Là, il y a mes petites trucs de Noël. Voilà. Alors, dites-moi si ça vous gêne ou pas, parce que c'est peut-être un peu... Je l'ai baissé au maximum, mais si ça vous gêne, je peux l'éteindre. Voilà, c'était pour... je voulais donner un peu un effet, mais voilà, vous me dites. Si c'est gênant, je l'enlève. Voilà. Hop. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Coucou Rafara. Voilà, donc moi je fais coucou Vanilla. Moi je fais de la lecture de livres de développement personnel. Voilà, plusieurs soirs dans la semaine. Là j'avais fait une petite pause et on reprend sur influence et manipulation, donc on le découvre ce soir.
Voilà, donc on le lit ce soir. Là, on vient de lire l'introduction. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Merci TV Radio. Merci beaucoup. Voilà. Très bien, lumière tamisée. Super, Taïna, merci. La lumière est jolie. Yes. Ah bah nickel. Ouais, j'ai voulu mettre une petite ambiance. Donc il y a plein de couleurs, j'ai pris violet. Voilà, là j'ai choisi violet. Voilà. C'est la couleur de l'abondance. Voilà, donc, ok. Bah merci beaucoup. Super, si vous aimez, tant mieux. Bah bienvenue à toi, Myrtille. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Yes. Super. Bah parfait. Ok. Nickel, nickel. Bon, bah j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver. Et comme j'expliquais, du coup, je vais tester de faire les lives un peu plus tôt maintenant, parce qu'avant c'était 21h, 21h30. Je vais essayer parfois de commencer plus tôt. Là, on a démarré vers 20h. Et donc, voilà, donc on fera sûrement 20h, 21h30, un truc comme ça. Je vais essayer voilà, tester cet horaire même pour moi, voir si j'arrive à être là plus souvent. Et voilà, de faire vraiment des lives beaucoup plus réguliers. Même si, bon, ça reste quand même assez régulier, mais voilà. Coucou Gianni. Alors, oui, bah, en fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont cette impression-là, mais en même temps, à chaque fois que alors, tu vois, là, d'expérience, à chaque fois que je lis un livre, on n'a que des retours positifs, et les gens, et en fait, tous les lecteurs, ils trouvent plein de choses positives à appliquer pour eux, à appliquer dans leur vie, que ce soit dans leurs relations, dans leur travail, dans la découverte d'eux-mêmes, etc. Et en fait, c'est plus... En fait, on parle beaucoup de développement personnel, on ne sait jamais trop quoi y mettre derrière. Et voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est plus globalement le fait, voilà, qu'on se dise, ouais, mais du coup, le développement perso, c'est surcoté, etc. Mais en réalité, quand on prend un livre, il faut toujours appliquer à sa propre situation, essayer de mettre en pratique et vous allez voir que en général, ça fonctionne bien, quoi. Voilà, merci TV Radio. Voilà, c'est ça, exact. Oui, merci. Yes. Bah, bienvenue à toi, Jenny. Merci beaucoup. Alors, on va lire du coup le chapitre 1, donc les armes de l'influence. Alors, je vous ai pas montré le sommaire, juste pour qu'on puisse voir un petit peu. Donc, voilà. Donc là, on va lire ce soir les armes de l'influence. Le chapitre 2, c'est la réciprocité. Donc, vous voyez, en fait, en gros, il y a 6 principes de persuasion. Donc là, il y en a 7. 7 principes de persuasion. Et en fait, on va les voir un par un. Voilà. Donc, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans le domaine politique, personnel, etc., on va voir tous les grands principes un peu psychologiques qui permettent de manipuler, d'être dans la persuasion, de faire en sorte que quelqu'un dise oui à une de nos demandes, etc. De l'amener à faire quelque chose, en gros. Donc il y a la réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité, la rareté. Voilà. Et donc là, on démarre avec la réciprocité. Donc je sais pas, on va voir... non, on démarre, pardon, avec les armes de l'influence. Voilà. Donc je vous remontre et après on commence. Voilà. Et n'hésitez pas à tapoter à fond sur le live pendant que je lis. Voilà. Et puis vous pouvez commenter, évidemment. Il faut rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus. Albert Einstein. J'ai reçu un jour un coup de téléphone d'une amie qui venait d'ouvrir un magasin de bijoux indiens en Arizona. Il venait de se produire quelque chose d'étonnant. Elle pensait qu'en tant que psychologue, je pourrais lui en fournir l'explication. Il s'agissait d'un certain lot de bijoux de turquoise qu'elle avait eu beaucoup de mal à vendre. La saison touristique battait son plein.
Le magasin ne désemplissait pas, les bijoux de turquoise étaient de bonne qualité pour le prix qui en était demandé. Pourtant, ils ne se vendaient pas. Mon amie avait essayé plusieurs des trucs habituels pour s'en défaire. Elle avait essayé d'attirer l'attention sur ses pièces en les plaçant sur des présentoirs centraux, sans résultat. Elle avait même demandé à ses vendeuses d'essayer de placer ses bijoux, en vain. Enfin, devant s'absenter pour une tournée d'achat, elle laissa en désespoir de cause une note à l'intention de sa première vendeuse. Tout ce présentoir, prix fois un demi. Donc ça veut dire on divise le prix par deux. Ceci dans l'espoir de se débarrasser, même à perte, de ces articles encombrants. À son retour, quelques jours plus tard, elle ne fut pas étonnée de constater que tous ces articles avaient été vendus. Quelle ne fut pourtant pas sa surprise lorsqu'elle s'aperçut que, parce que son employé avait pris le 1,5 mal gribouillé pour un 2, tout le lot était parti au double du prix original. C'est alors qu'elle m'appela. Je pensais comprendre ce qui s'était passé, mais je lui dis que, pour expliquer le phénomène, il fallait que je lui raconte une petite histoire. Cette histoire n'est pas de moi. Il s'agit des mers d'Inde. Et cela touche à cette science relativement nouvelle qu'est l'éthologie, l'étude des animaux dans leur environnement naturel. La dinde est une bonne mère, aimante, attentive, protectrice. Elle s'occupe avec dévouement de ses petits, les réchauffe, les nettoie, les rassemble sous son aile. Mais sa façon de faire est bien étrange. On peut dire que tous ses soins maternels se déclenchent sous l'effet d'une seule chose, le chip-chip, émis par les poussins d'indono. Les autres caractéristiques des poussins, comme leur odeur, leur contact, leur aspect, semblent jouer un rôle mineur dans le processus de maternage. Si le poussin aimait le chip-chip, sa mère s'occupera de lui, sinon elle s'en désintéressera ou même elle le tuera. L'effet déterminant de ce son sur les mères d'Inde a été illustré de façon spectaculaire par le comportementaliste animal M.W. Fox. Il décrit une expérience où entraient en jeu une dinde et un putois empaillé. Pour une dinde, le putois est l'ennemi naturel. À son approche, elle devient furieuse, pousse des cris, l'attaque à coups de bec et de griffes. Les chercheurs ont constaté que même un putois empaillé tiré par une ficelle en direction d'une mère dinde déclenchait une attaque furieuse et immédiate. Pourtant, quand le même simulacre empaillé contenait un magnétophone diffusant l'enregistrement du chip-chip, des dindonos, la mère non seulement acceptait la venue du putois, mais le plaçait sous son aile. Si l'on arrêtait le magnétophone, le faux putois déclenchait de nouveau une violente attaque de la dinde. Combien ridicule nous semble une dinde dans cette situation. Elle accueille son ennemi naturel pourvu qu'il fasse chip-chip et maltraite ou tue ses propres petits qui ne font pas chip-chip. On dirait un automate, ayant ses instincts maternels sous le contrôle de cet unique son. Les éthologues nous apprennent que ce genre de choses est loin d'être particulier à la dinde. Ils ont commencé à identifier ces schémas de comportement réguliers et purement mécaniques chez un grand nombre d'espèces. Ces schémas fixes peuvent concerner des comportements complexes tels que la parade et les rituels amoureux. Leur caractéristique fondamentale est que les comportements qui en font partie se reproduisent de la même façon et dans le même ordre à chaque fois. C'est presque comme si les schémas étaient enregistrés sur une bande magnétique chez ces animaux. Quand la situation appelle une attitude de parade, la bande parade amoureuse se met en marche. Quand elle appelle une attitude maternelle, c'est la bande comportement maternel qui se déroule. Clic, la cassette est enclenchée et aussitôt une certaine séquence de comportements s'enchaîne. Le plus intéressant, c'est la façon dont les enregistrements se déclenchent.
Quand un mâle agit en défense de son territoire, par exemple, c'est l'intrusion d'un autre mâle de la même espèce qui déclenche le comportement correspondant. Extrême vigilance, menace et si besoin agression. Mais il y a une subtilité dans ce système. Ce n'est pas le même rival tout entier qui déclenche le comportement, c'est seulement une de ses caractéristiques. Cette caractéristique ne sera bien souvent qu'un détail dans l'ensemble des caractéristiques de l'intrus. Ce peut être une nuance de couleur. Les expériences des éthologues ont montré par exemple qu'un rouge-gorge mâle, réagissant comme si un rouge-gorge rival pénétrait son territoire, attaque vigoureusement un intrus qui n'est autre qu'un assemblage de plumes de gorge d'un oiseau. Par contre, il ne prêtera aucune attention à un simulacre parfaitement imité mais dépourvu de plumes de gorge. Des résultats semblables ont été obtenus chez une autre espèce d'oiseau, la gorge bleue, pour laquelle il semble que ce soit un certain bleu de plumes, des plumes de gorge, qui sert de déclencheur. Avant de nous moquer des animaux inférieurs, qu'on peut si aisément faire réagir à contretemps, il faut considérer deux choses. D'abord, les schémas préétablis, automatiques, sont très efficaces dans la grande majorité des cas. Par exemple, seuls les dindonos sains et normaux émettent le son particulier au bébé dindono. Si bien qu'il n'est pas absurde pour la mère de n'avoir de réaction maternelle que devant ce chip-chip spécifique. En ne réagissant qu'à ce seul stimulus, la dinde ordinaire se comportera dans presque tous les cas correctement. Ce n'est qu'en trichant qu'on fait paraître stupide sa réaction automatique. Ensuite, il faut comprendre que nous avons, nous aussi, nos cassettes préenregistrées. Et que, si cela nous est utile en général, les mécanismes qui nous les font déclencher peuvent être utilisés de façon frauduleuse pour que nous les déclenchions hors de propos. Alors juste, vous voyez, j'avais surligné quand je l'avais lu, j'avais lu une partie, donc j'avais commencé à surligner, mais voilà, vous faites comme vous voulez, mais c'est pas mal aussi de surligner ce qui vous intéresse. Alors je vous remonte le livre. Hop, voilà. Donc bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. Merci à tous ceux qui tapotent sur le live. Alors, donc on en est là. Cette forme humaine d'action automatique est mise en évidence par une expérience d'Hélène Langer, spécialiste de psychologie sociale à Harvard. Un principe bien connu du comportement humain est que pour obtenir quelque chose, il vaut mieux fournir une raison. Les gens aiment avoir une raison pour faire ce qu'ils font. Langer a démontré ce fait d'évidence en demandant un service aux usagers d'une bibliothèque qui faisaient la queue devant une photocopieuse. Pardon, je n'ai que 5 pages, est-ce que je peux prendre la machine parce que je suis pressé? L'efficacité de cette requête motivée fut presque totale. 94% des personnes sollicitées laissèrent Langer leur passer devant. Comparons ce taux de réussite à celui que l'on obtient avec une requête non motivée. Pardon, je n'ai que 5 pages, est-ce que je peux prendre la machine? Dans ce cas, 60% seulement des personnes sollicitées acceptaient. Au premier abord, il pourrait sembler que la différence déterminante était l'information supplémentaire contenue dans les mots « parce que je suis pressé ». Mais le résultat obtenu avec une troisième formulation montre que ce n'est pas le cas. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la proposition supplémentaire, mais seulement le premier mot, parce que. Dans sa troisième formulation, Langer, au lieu de motiver sa requête, se contentait d'employer le mot parce que, suivi d'une fausse explication qui n'apportait aucune information supplémentaire. Pardon, je n'ai que 5 pages. Est-ce que je peux prendre la machine parce qu'il faut que je fasse des photocopies? Là encore, presque toutes les personnes sollicitées, 93%, acceptèrent alors qu'aucune véritable explication
Aucune information supplémentaire ne pouvait justifier leur acceptation. Exactement comme le chip-tip du dindono déclenche une réaction maternelle automatique chez la dinde. Même s'il est émis par un putois empaillé, parce que déclenche une acceptation automatique chez les sujets de l'expérience, même si l'on ne leur donnait aucune raison valable. Clic. D'autres recherches de Langer montrent que le comportement humain ne fonctionne pas mécaniquement, sous l'impulsion d'un déclic dans toutes les situations, mais l'étonnant, ce que cela arrive fréquemment. Ainsi, voyez le comportement étrange des clients dans cette boutique de bijoux, qui se précipitent sur un lit de turquoise dès que leur prix a doublé par erreur. Leur comportement n'a de sens que si l'on pense au déclic fatidique. Les clients, pour la plupart des vacanciers aisés, n'y connaissant rien en matière de turquoise, avaient recours à un principe reconnu pour guider leur achat. Cher égale de bonne qualité. C'est pourquoi, voulant de la bonne qualité, ils trouvaient les bijoux nettement plus précieux et désirables quand c'était leur prix qui les mettait en valeur. Le prix était en lui-même la caractéristique clé de la qualité, et une forte augmentation du prix suffisait à pousser à l'achat des clients désireux avant tout de qualité. Clic. On peut condamner une décision d'achat aussi inconsidérée, mais si l'on y regarde de plus près, ces touristes méritent quelques indulgences. Ces gens avaient appris la règle, on n'a rien sans rien, et avaient vu cette règle s'appliquer tout au long de leur vie. Ils l'avaient traduite sous une autre forme, cher égale de bonne qualité. Ce principe les avait très bien servis jusqu'alors, car normalement le prix d'un article est proportionnel à sa valeur. Un prix élevé est généralement l'indice d'une qualité élevée. Et donc, quand il se trouvait désirer des bijoux de turquoise de bonne qualité sans être connaisseurs, ils évaluaient très logiquement la turquoise d'après le critère normal, le prix. Même s'ils n'en étaient pas conscients, en se reposant uniquement sur la caractéristique prix, ils faisaient une sorte de pari. Au lieu de mettre toutes les chances de leur côté en s'efforçant de maîtriser chacun des éléments indicatifs de la valeur du bijou, ils pariaient sur un seul d'entre eux, celui qu'ils savaient associer à la qualité de n'importe quel article. Ils pariaient que le prix à lui seul les renseignerait de façon suffisante. En l'occurrence, comme la vendeuse avait lu 2 au lieu d'un demi, le pari était perdant. Mais à long terme, sur l'ensemble de leur situation passée et future, ce genre de pari représente peut-être l'approche la plus rationnelle. Alors, je fais une petite pause, je vous remonte le livre. Donc, voilà, donc le livre qu'on découvre ensemble, c'est Influence et manipulation. Voilà, et là on lit le chapitre 1. Voilà. Coucou, cette casse à cœur, bonsoir tout le monde. Yes, merci Aura Farah. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, hop. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes les rediffs du dernier livre qu'on a lu et toutes les prochaines rediffs des lives. Donc ce live-là sera sur ma chaîne YouTube et tous les prochains. Voilà. Donc si jamais vous avez loupé un live, que vous souhaitez réécouter un live, etc., vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à aller liker les vidéos, etc. Voilà. Donc, hop. Voilà. Alors là, on va terminer le chapitre 1. Juste, je regarde combien de temps il nous reste de lecture. Voilà. Donc, il nous reste que quelques pages. Donc, je pense que vers 21h15, vraiment 30 max, on a terminé, quoi. Voilà.
Donc figure 1, donc là vous voyez expensive by design. Voilà, conçu pour être cher. Dans cette publicité qui associe caviar, donc vous voyez en fait là il y a la boîte, là il y a le caviar, ça c'est un couteau. Donc dans cette publicité qui associe caviar et design, le message transmis est bien entendu que ce qui est cher est bon. Voilà. En fait, les comportements automatiques stéréotypés sont très fréquents, car ils sont souvent les plus efficaces et parfois les seuls possibles. Nous vivons tous dans un environnement rempli de stimuli externes divers, sans doute plus complexes et plus changeants qu'il n'a jamais été. Pour pouvoir y vivre, nous avons besoin de raccourcis. Il nous serait impossible d'analyser dans chacun de leurs aspects toutes les personnes, tous les événements et toutes les situations que nous rencontrons en une seule journée. Le temps, l'énergie, les capacités nous manquent pour cela. À défaut, nous devons très souvent avoir recours à nos stéréotypes, à nos règles empiriques pour classer les choses suivant une ou deux caractéristiques clés, ce qui nous permettra de réagir de façon machinale en présence de ces caractéristiques. Parfois, le comportement ainsi déclenché n'est pas approprié car les stéréotypes et les déclencheurs les plus adaptés peuvent échouer de temps à autre. Mais nous acceptons cette imperfection, Nous n'avons pas le choix. Sans eux, nous passerions notre temps à supputer, évaluer et analyser au lieu d'agir. Tout porte à croire, d'ailleurs, que nous dépendrons de plus en plus de ces signaux. Au fur et à mesure que les stimuli que nous rencontrons quotidiennement deviennent de plus en plus changeants et complexes, les raccourcis nous sont de plus en plus nécessaires. Alfred North Whitehead, célèbre philosophe britannique, mettait le doigt sur cette inévitable caractéristique de la vie moderne, lorsqu'il déclarait que la civilisation progresse par l'augmentation du nombre d'actes que nous sommes capables d'exécuter sans y penser. Considérons par exemple le progrès, réalisé grâce au bond de réduction. Nous avons appris à réagir de façon mécanique à la promesse d'une baisse de prix procurée par ce simple coupon, comme l'illustre le cas d'un fabricant de pneus qui, à la suite d'une erreur d'impression, avait diffusé des bons sur lesquels ne figurait aucune réduction. Le résultat de cette campagne fut pourtant aussi rentable que si les bons avaient véritablement offert une substantielle baisse de prix. La conclusion qu'il faut en tirer est instructive, quoique évidente. Un bon de réduction revêt deux fonctions. D'une part, il doit nous procurer une économie et d'autre part, nous éviter de gaspiller du temps et de l'énergie mentale à découvrir comment. Dans le monde d'aujourd'hui, nous comptons sur lui non seulement pour épargner notre portefeuille, mais aussi pour nous épargner des efforts intellectuels, encore plus valorisés. Curieusement, ces comportements automatiques, bien que très fréquents et d'importance grandissante, nous sont peu connus. C'est peut-être justement parce qu'ils opèrent de façon mécanique, sans que la réflexion intervienne. Quoi qu'il en soit, il nous faut admettre leurs propriétés essentielles. Ils nous rendent extrêmement vulnérables à quiconque connaît leur fonctionnement. Pour comprendre la nature de notre vulnérabilité, retournons à l'éthologie. Donc c'est l'étude des animaux. Voilà que les spécialistes du comportement animal, avec leur chip-chip, enregistrés et leur amas de plumes colorées, ne sont pas les seuls à avoir découvert comment déclencher les séquences de comportements préenregistrées chez diverses espèces. Un certain nombre d'organismes imitateurs copient les déclencheurs d'autres animaux pour les amener à montrer certains comportements au mauvais moment. L'imitateur exploite alors à son profit le comportement inapproprié. Considérons par exemple la ruse mortelle et utilisée par la meurtrière femelle d'une espèce de luciole, Photuris, contre le mâle d'une autre espèce de luciole, Photinus.
Le mâle Photinus, naturellement, évite avec le plus grand soin tout contact avec les femelles Photuris. Mais au fil des siècles, celles-ci ont repéré une faiblesse chez leur proie. Un clignotement spécifique par lequel les membres de l'espèce signalent qu'ils sont prêts pour l'accouplement. En quelque sorte, la femelle Photuris a percé le code amoureux des Photinus. En imitant les signaux lumineux de sa proie, la luciole meurtrière pourra se repaître des mâles que leur comportement de séduction déclenché mécaniquement conduira à la mort. Les insectes semblent être les grands exploiteurs des automatismes de leur proie. Ce genre de fraude fatale aux victimes n'est pas rare, mais des cas d'exploitation moins sauvages existent. C'est ainsi qu'une espèce de blennie profite d'une coopération assez remarquable mise au point par deux autres poissons. Ces poissons forment une équipe constituée d'un mérou d'un côté et d'un poisson beaucoup plus petit de l'autre. Le petit poisson fait office de nettoyeur pour l'autre, qui lui permet de l'approcher et même d'entrer dans sa gueule pour ôter les champignons et les parasites attachés à ses dents ou à ses branchies. Le contrat est très satisfaisant. Le gros mérou est débarrassé de sa vermine et le petit nettoyeur se nourrit en échange. Le gros poisson dévore normalement tout petit poisson assez fou pour s'approcher de lui. Mais quand le nettoyeur approche, le gros poisson devient subitement inerte et flotte, gueule ouverte, en réponse à une danse ondulante exécutée par le nettoyeur. Cette danse est le déclencheur de la remarquable passivité du gros poisson. Mais elle permet aussi à la blennie de profiter du rituel de nettoyage des associés. La blennie s'approche du gros poisson, imitant les ondulations de la danse du nettoyeur et provoquant ainsi l'immobilisation du gros poisson. Puis elle arrache d'une bouchée de la chair du gros poisson et s'enfuit sans que sa victime ait eu le temps de réagir. Cette histoire se répète, hélas, dans la jungle humaine. Nous avons aussi nos exploiteurs qui imitent les déclencheurs de nos réactions automatiques. Contrairement aux réactions animales qui sont instinctives, nos séquences enregistrées se fondent sur des principes d'ordre psychologique que nous avons appris à intégrer. Bien que leur force soit variable, certains de ces principes ont une grande capacité à gouverner les actes des hommes. Nous y sommes soumis depuis une époque si reculée de notre vie, et ils se sont si bien insinués en nous depuis que nous percevons rarement leur pouvoir. Pour certains d'entre nous, cependant, chacun de ces principes est une arme, bien visible et toujours prête, l'arme de l'influence automatique. Il y a un certain nombre de gens qui savent très bien où trouver les armes de l'influence automatique et qui les usent régulièrement avec art pour arriver à leur fin. Ils vont de rencontre en rencontre en demandant aux autres de se plier à leurs désirs. La fréquence de leur succès est remarquable. Le secret de leur efficacité réside dans leur façon à construire leurs requêtes, leur art de s'armer de l'une ou de l'autre des armes de l'influence qu'on retrouve dans l'environnement social. Cela peut se réduire à un seul mot bien choisi qui engage un principe psychologique puissant et déclenche automatiquement un comportement préenregistré. Faisons confiance aux exploiteurs humains pour trouver rapidement l'art et la manière d'abuser de notre tendance à réagir mécaniquement à certaines choses. Vous vous rappelez mon amie bijoutière ? C'est par hasard qu'elle avait tiré un avantage du stéréotype cher égale de bonne qualité, la première fois. Mais il ne lui fallut pas longtemps pour apprendre à l'exploiter volontairement. Maintenant, quand c'est la saison estivale, elle essaie d'abord de promouvoir la vente d'un article laissé pour compte en augmentant nettement son prix. Mon ami prétend que cette méthode est merveilleusement rentable. Appliquée fréquemment à des vacanciers sans méfiance, elle produit des marges bénéficiaires énormes.
Et quand elle ne réussit pas, on peut afficher réduction de temps et le vendre au prix original en bénéficiant encore de l'effet cher égale de bonne qualité dû au premier prix indiqué. C'est la règle du cher égale de bonne qualité employée pour berner les clients en quête d'affaires en or, n'étant rien une exclusivité de mon ami. L'écrivain Léo Rosten évoque l'exemple des frères Sid et Harry Drubeck, qui tenaient une boutique de tailleur dans son quartier lorsqu'il était enfant dans les années 1930. Chaque fois qu'un nouveau client essayait un costume face au miroir du magasin, Sid, feignant la surdité, lui demandait de hausser la voix. Puis, lorsqu'on en venait au prix, Sid appelait son frère, occupé à coudre dans l'arrière-boutique. « Harry, combien pour ce costume ?» Levant les yeux de son ouvrage, Harry répondait « Pour ce magnifique modèle pure laine, 42 $. » Sid, la main en coupe derrière l'oreille, redemandait le tarif et Harry criait de nouveau « 42 $. » Sid, se tournant alors vers le client, déclarait « 22 $. » Bien des clients s'empressaient alors de régler la somme et de quitter les lieux avec leur affaire en or sous le bras, avant que l'infortuné vendeur ne s'aperçoive de son erreur. Les armes de l'influence automatique décrites ici comportent plusieurs éléments communs. Nous en avons déjà vu deux. Le processus presque mécanique que libère la puissance contenue dans ces armes et la possibilité par conséquent d'exploiter cette puissance pour quiconque sait déclencher le mécanisme. Un troisième élément commun est la façon dont ces armes prêtent leur force à leur utilisateur. Ce ne sont pas des armes lourdes servant à matraquer l'adversaire. Leur fonctionnement est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus subtil. Bien exécuté, le mouvement doit se faire sans effort. Ce qu'il faut, c'est tirer parti des réserves d'influence que recèle la situation et les détourner sur l'objectif voulu. En ce sens, la technique n'est pas sans rappeler l'art martial japonais du jujitsu. Une femme adepte du jujitsu n'utilise que très peu sa propre force contre son adversaire. Par contre, elle exploite les principes physiques tels que la gravité, l'effet de levier, le moment d'une force et l'inertie. Si elle sait comment utiliser ces principes et où les appliquer, elle peut facilement battre un adversaire physiquement plus fort qu'elle. C'est exactement ce que font les exploiteurs des armes de l'influence automatique qui nous entourent. Les exploiteurs peuvent détourner le pouvoir de ces armes sur leur propre cible en exerçant eux-mêmes une force minime. Cette propriété leur donne un avantage supplémentaire, celui de manipuler sans qu'ils y paraissent. Les victimes, elles-mêmes, attribuent leur acceptation à des forces naturelles plutôt qu'au dessein de la personne qui en profite. Hop. Prenons un exemple. Il y a un principe de la persuasion humaine, le principe du contraste, qui affecte la façon dont nous voyons la différence entre deux choses, présentées l'une après l'autre. Pour simplifier, disons que si le deuxième objet est différent du premier, nous aurons tendance à le voir plus différent qu'il ne l'est en réalité. Ainsi, si nous soulevons d'abord un objet léger, puis un objet lourd, nous trouverons le deuxième objet plus lourd que si nous n'avions pas soulevé le premier objet. Le principe de contraste est bien établi dans le domaine et s'applique à toutes les formes de perception. Si au cours d'une soirée nous sommes en conversation avec une femme très belle et qu'une femme qui l'est moins vient se joindre au groupe, la seconde nous paraîtra moins séduisante qu'elle ne l'est en réalité. Les études réalisées sur le principe de contraste aux universités d'Arizona et de Montana montrent que les images très séduisantes dont nous bombardent les médias nous rendent plus exigeants à l'égard du physique de nos propres partenaires dans la vie. Dans l'une de ces études, des étudiants attribuaient une note à la photo d'une personne de l'autre sexe
la note était plus basse s'ils avaient d'abord feuilleté des magazines pleins de publicités. Dans une autre étude, les résidents d'une cité universitaire masculine attribuaient une note à la photo d'une inconnue. Ceux qui étaient en train de regarder un épisode de Drôles de dames à la télévision jugeaient l'inconnue moins séduisante que ceux qui regardaient une autre émission. Il semble que la beauté peu commune des héroïnes de la série faisait paraître l'inconnue moins séduisante. Dans les laboratoires de psychophysique, on a recours à une expérience très efficace pour illustrer le principe de contraste. Chaque étudiant s'assoit à tour de rôle devant 3 seaux d'eau. Un seau d'eau froide, un seau d'eau à température ambiante et un seau d'eau chaude. Après avoir gardé une main dans l'eau froide et l'autre dans l'eau chaude, l'étudiant plonge à la fois ses 2 mains dans l'eau tiède. Son expression déconcertée est révélatrice. Bien que les 2 mains soient dans le même seau, la main trempée auparavant dans l'eau froide sent l'eau comme chaude et la main trempée dans l'eau chaude la sent comme froide. Cela montre que le même objet, ici l'eau à température ambiante, peut être perçu de façon très différente suivant la nature de l'événement qui précède. N'en doutons pas, l'arme fournie par le principe de contraste ne manque pas d'être exploitée. Son grand avantage est d'être non seulement efficace, mais presque indétectable. Ceux qui en usent peuvent être assurés du résultat sans avoir l'air de manipuler la situation. Les boutiques de mode sont un bon exemple. Supposons qu'un homme entre dans une boutique de vêtements et déclare qu'il désire acheter un costume 3 pièces et un pullover. Si vous étiez le vendeur, que lui montreriez-vous d'abord pour l'inciter à dépenser le plus possible ? Les magasins disent à leur personnel de vendre d'abord l'article le plus cher. Le bon sens semble dire le contraire. Un homme qui vient de dépenser beaucoup d'argent pour un costume se montrera peut-être réticent à dépenser encore beaucoup pour un pullover. Mais les vendeurs n'agissent pas au hasard. Ils appliquent le principe de contraste. Vendre d'abord le costume, car au moment de regarder les pullovers, même les plus chers, leur prix paraîtra raisonnable en comparaison. Un homme peut reculer à l'idée de payer un pullover 150 €, mais il vient d'acheter un costume 600 €. Ces 150 € ne lui paraîtront pas excessifs. Le même prix vaut pour le client qui achète les accessoires, chemise, chaussures, ceinture assorties à son nouveau costume. Contrairement à ce que le bon sens nous porterait à croire, les faits donnent raison à la théorie de l'effet de contraste. Comme l'écrivent les analystes en motivation d'achat, Whitney, Hubin et Murphy, il est notable que même quand un homme entre dans un magasin dans le seul but d'acheter un costume, il paiera presque toujours plus cher pour les accessoires s'il les achète après le costume qu'avant. Il est beaucoup plus profitable pour les vendeurs de présenter l'article coûteux en premier lieu, car s'ils ne le faisaient pas, non seulement ils perdraient l'avantage que nous venons de voir, mais le principe jouerait contre eux. Présenter d'abord l'article peu coûteux avant de proposer l'article coûteux fera paraître le second encore plus cher, ce qui n'est généralement pas souhaitable pour les vendeurs. De même qu'on peut faire paraître la même eau chaude ou froide par contraste, on peut faire paraître le même article cher ou non suivant le prix de l'article présenté auparavant. Alors, hop, je vous montre le livre. Tac. Donc, c'est influence et manipulation. Donc, je fais une petite pause, je bois un petit peu et je regarde vos commentaires.
Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui tapotent sur le live. Bienvenue tout le monde. Merci Nono. Bonsoir tout le monde. Ok. Alors, de rien. Coucou Eric. Comment tu vas? Alors voilà, donc le livre qu'on découvre ce soir, c'est Influence et manipulation. Donc, alors je regarde juste. Donc il nous reste, hop, il nous reste en gros une page. Et ensuite, il y a le témoignage et on a fini la lecture pour ce soir. Voilà, donc il nous reste que, voilà, en gros 3 pages et on a fini quoi. 3 pages et demie, voilà. Alors, donc on en est là. L'utilisation judicieuse du principe de la persuasion contrastée n'est pas réservée aux magasins de mode. J'ai eu l'occasion de voir employer la même technique alors que j'étudiais incognito les méthodes d'une société immobilière. Pour me mettre dans le bain, j'accompagnais un vendeur de l'agence qui faisait visiter les maisons à vendre à d'éventuels acheteurs. Le vendeur, appelons-le Phil, devait me donner quelques trucs pendant ma période d'apprentissage. Je remarquai rapidement que Phil, chaque fois qu'il avait affaire à de nouveaux clients, commençait par leur montrer des maisons peu engageantes. Je l'interrogeai et il éclatait de rire. La société conservait sur une liste 1 ou 2 maisons en piteux état et à un prix trop élevé. Ces maisons n'étaient pas destinées à la vente, elles étaient là pour être montrées aux clients de façon que les véritables propriétés à vendre bénéficient de la comparaison. Tous les vendeurs ne se servaient pas de ces simulacres, mais Phil s'en servait. Il disait qu'il aimait voir les regards s'éclairer quand il montrait à ses clients la propriété qu'il voulait leur vendre après leur avoir montré les maisons en mauvais état. La maison que je veux leur faire acheter a l'air magnifique une fois qu'on leur a montré quelques ruines. Les vendeurs d'automobiles utilisent le principe de contraste lorsqu'ils attendent que le prix de la nouvelle voiture ait été négocié pour proposer une option après l'autre. Dans la foulée d'un accord sur 12 000 euros, les quelques dizaines d'euros demandés pour un gadget comme un autoradio semblent presque dérisoires. Il en sera de même pour une dépense supplémentaire, pour des accessoires tels que des vitres teintées, un rétroviseur de plus, des roues à jantes larges ou tout ornement que suggérera le vendeur. Comme pourra le confirmer tout acheteur de voitures expérimenté, il est arrivé plus d'une fois qu'un prix d'achat raisonnable enfle démesurément par l'addition de toutes ces options apparemment insignifiantes. Et tandis que le client, le contrat à la main, se demande ce qui s'est passé et ne peut s'en prendre qu'à lui-même, le vendeur a le sourire impénétrable du maître du jujitsu. Alors, donc la loi universelle, le principe de contraste s'applique à des myriades de circonstances. Donc là, donc je vous suggère, donc ça c'est c'est lui qui parle, voilà. Je vous suggère, quand vous rentrez chez vous ce soir, de lever les yeux vers le ciel pour contempler l'immensité de l'univers. Vous percevrez alors l'insignifiance de nos pertes du 2e trimestre. Voilà, c'est bien drôle, je trouve. Voilà, de nos pertes du 2e trimestre, donc c'est les pertes, c'est les bénéfices, quoi. En gros, il y a eu des pertes et ils n'ont pas vendu. Enfin voilà, en tout cas, les stats ne sont pas bonnes. Mais quand on regarde à l'échelle de l'univers, finalement, c'est un peu comme quand on dit, euh, quand on regarde la planète, voilà. Quand on se situe par rapport à l'univers, nos problèmes sont tout petits, quoi. Voilà, donc c'est la loi universelle, le principe de contraste. Voilà. Quand on se compare, on se rend compte qu'on est pas mal heureux par rapport à d'autres personnes, par exemple. Donc on peut se le faire à soi-même aussi.
Et c'est pas forcément que négatif. Voilà. Yes, on le retrouve un peu partout, exactement, Crédit. C'est ça, c'est ça. Bonsoir Céline. En sortant de Dispenza, ce qu'on apprend ici est pertinent mais attendu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que là, bah en fait, on se rend pas forcément compte des techniques utilisées, mais on se rend compte qu'on a été victime de ça. Ou, alors je sais pas vous si vous utilisez des techniques, mais alors on le fait aussi inconsciemment, ça c'est clair. Mais c'est intéressant de voir comment on peut être aussi nous-mêmes manipulés, voilà. Et comment on peut l'utiliser, c'est pas forcément d'une mauvaise manière en tout cas, où l'objectif est pas forcément mauvais quoi. Coucou Marie, oui, je fais que des lives où je lis des livres de développement personnel. Voilà, donc c'est des lives le soir. Voilà, coucou Gustavo, ça marche pas les techniques de vente. Ouais, Aura Farah, t'as déjà testé du coup? Hop. Il faudrait que tu compares Aura Farah. Essaye de faire la technique du contraste pour voir. En plus, il y a peut-être bientôt des offres, des trucs à Noël. Enfin, je sais pas ce que tu... voilà. En relation homme-femme aussi, enfin, je suppose. Oui, bah oui, oui. Bah, quand on compare toujours, on regarde une personne par rapport à une autre, on regarde toujours la personne, par exemple, avec qui on partage notre vie, etc. On fait des comparaisons, voilà. Alors, je lis le témoignage et on a terminé la lecture pour ce soir. Voilà. Donc, témoignage des parents d'une étudiante. Alors, mes chers parents, depuis que je suis étudiante, je ne suis pas très forte pour la correspondance. Pardon de ne pas avoir écrit plus tôt. Je vais vous mettre au courant, mais avant de lire, asseyez-vous, vous n'allez pas continuer la lettre avant de vous être installé, d'accord? Eh bien, je vais assez bien maintenant. La fracture du crâne et le traumatisme dont j'ai souffert après avoir sauté de la fenêtre de ma chambre quand elle a été envahie par les flammes peu après mon arrivée ici sont guéris. Je n'ai passé que 15 jours à l'hôpital et je peux maintenant voir presque normalement. Je n'ai plus mes migraines qu'une fois par jour. Heureusement, l'incendie du dortoir et mon seau ont été vus par le pompiste de la station voisine, et c'est lui qui a alerté les pompiers et l'ambulance. Il est aussi venu me voir à l'hôpital et comme je n'avais pas d'endroit où dormir, puisque le dortoir avait été brûlé, il a eu la gentillesse de m'inviter à partager son appartement. En fait, c'est plutôt une cave, mais c'est assez génial. C'est un garçon très bien, nous nous aimons et nous voulons nous marier. Nous n'avons pas encore fixé la date, mais ce sera avant que ma grossesse ne soit apparente. Oui, mes parents chéris, je suis enceinte. Je sais combien vous désiriez être grands-parents, et je sais que vous accueillerez ce bébé avec cet amour, ce dévouement, cette tendresse que vous m'avez donné quand j'étais petite. Si nous ne sommes pas déjà mariés, c'est parce que mon fiancé a une petite infection qui nous empêche de passer la visite médicale prénuptiale et que j'ai bêtement attrapé à mon tour. Je sais que vous accueillerez avec joie ce garçon dans notre famille. Il est très gentil et même s'il n'a pas fait d'études, il a de l'ambition. Bien sûr, il n'a pas la même race ni la même religion que nous, mais je connais trop la tolérance que vous avez toujours proférée pour supposer que cela puisse vous gêner. Maintenant, il faut que je vous dise qu'il n'y a pas eu d'incendie, je n'ai eu ni traumatisme ni fracture, je n'ai pas été à l'hôpital, je ne suis pas enceinte, je ne vais pas me marier, je n'ai aucune infection et le fiancé n'a jamais existé. Par contre, j'ai eu un D en histoire et un F en chimie et je voulais vous aider à relativiser les choses. Votre fille vous embrasse, Sharon. L'étudiante et la perception contrastée. Sharon est peut-être mauvaise en chimie, mais elle a mérité un A en psychologie. Voilà. Donc on a terminé le chapitre pour ce soir.
exactement, elle est trop forte. Vraiment très très forte. Voilà. Et ses parents sont passés par toutes les émotions pour au final se dire, bah voilà, finalement c'est qu'une note, il y a pire dans la vie. Voilà. Donc on a lu le premier chapitre, donc on a terminé la lecture pour ce soir. Vous pourrez retrouver le replay sur ma chaîne YouTube. Donc chapitre 1, les armes de l'influence. Ouais, voilà, exactement, Lou Jane. Voilà, ascenseur émotionnel, c'est ça. Oui, alors je vais lire, alors pas maintenant, hein, mais voilà, le prochain live, on commencera le chapitre 2. Et oui, en fait, on voit tous les livres, on voit voilà, le livre en entier. Donc voilà, on fait des pauses, on en parle. Comme vous avez pu le voir sur ce chapitre, je fais des petites pauses, je regarde vos commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez au fur et à mesure. On peut faire des petites pauses, etc. Voilà. Et on regarde, on les étudie un petit peu ensemble, quoi. Et le prochain chapitre qu'on lira, donc le prochain live, ce sera mercredi, normalement. Voilà. Donc la réciprocité ou donnant et reprenant. Donc force de la règle, les dettes forcées, des échanges inéquitables, la concession réciproque, comment dire non. Donc vous voyez qu'il fait 40 pages, donc on va pas tout lire. On lira la moitié du chapitre, on verra jusqu'où on s'arrête. Mais voilà, donc on fait petit à petit comme ça. Voilà, donc je vous remonte le livre, Influence et manipulation. Voilà, voilà. Ok Eric, pas de souci, pas de souci. Alors c'est vrai qu'on lit plein de livres différents. Et donc en fait, en fonction de ce que vous aimez ou pas, et ben vous venez sur le live. Parce que juste avant, on avait lu Joe Dispenza, Devenir super conscient. Donc voilà, comment grâce à des techniques comme la méditation, voilà, comme la méditation, on peut intégrer dans notre subconscient des nouvelles pensées, se créer une nouvelle vie, faire des choix différents, déconstruire ce que l'on a pu, tous nos, voilà, notre éducation, voilà, tout ce qui fait qu'on fait des choix et que l'on est qui on est aujourd'hui par rapport à nos expériences précédentes, etc. Enfin, voilà. Enfin, il est assez complexe. Joe Dispenza, enfin, ça pouvait être un peu compliqué. Donc là, on est complètement sur autre chose. On est vraiment sur l'étude des différentes techniques de manipulation. Voilà. Donc après, en fonction de ce qui vous intéresse, bah, vous pouvez rester ou pas sur les lives. Et les prochains qu'on lira, ce sera ceux-là. Voilà. Et l'idée, c'est de changer un peu et de lire plein de choses différentes pour découvrir. Voilà. Mais bon, voilà, Eric, on te forcera pas, mais t'inquiète pas, en tout cas, tu peux venir nous faire un petit coucou, c'est avec plaisir d'avoir de tes nouvelles, hein. Voilà, coucou Sweetie, bonne soirée Jungleberry. Ah ben Sweetie, alors qu'est-ce que t'en penses de ce livre? Voilà. Les livres philosophiques, j'en lis pas. J'en lis pas, non. J'en connais pas, enfin, c'est pas mon domaine en tout cas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire par rapport à ce qu'on a lu. Si jamais vous avez l'impression d'avoir été victime de techniques de manipulation ou si vous en avez déjà utilisé, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Non, il n'y aura pas de live demain. Normalement, non, il n'y aura pas de live. Je ne serai pas disponible. Mais j'en ferai un mercredi normalement. Et après, j'en ferai un aussi ce week-end, je pense. Donc il y aura vendredi, samedi, dimanche, je pense. Jung, c'est de la philosophie marine. Ah oui, ok. Mais alors, en fait, Jung, alors en fait, je lis pas de livres de philosophie, mais tu vois là, par exemple, Jung, c'est de la philosophie, ok. Et en fait, ça a été décrypté par Frédéric Lenoir. Donc c'est vraiment en fait
j'étudie pas ça, mais disons que l'idée c'est ok de lire pour que ce soit accessible. Mais ok, donc oui, je lis de la philosophie. Voilà. Et voilà, voilà. Ben, merci Eric. Une nouvelle corde à mon arc. Une pépite, ce livre, je l'ai ouvert depuis longtemps dans la bibliothèque et ouvre vraiment les yeux. Eh oui, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que ça ouvre les yeux sur, en fait, sur comment on essaye de nous convaincre de certaines choses, alors qu'en fait, il y a un écart entre la réalité et ce qu'on essaye de nous faire voir, en fait. Vous voyez, par exemple, la technique des options sur une voiture. Bon, ben voilà, vous achetez une voiture, vous êtes venu avec un budget, euh, on vous fait une réduc, et en fait, vous comprenez pas, vous repartez avec, voilà, avec plein d'options et votre note, enfin voilà, le prix a augmenté. Ben, en fait, voilà, c'est parce que par comparaison, ou par exemple, vous achetez une paire de chaussures, on va toujours vous vendre une paire de baskets ou quoi, on va toujours vous vendre la petite bombe avec, les semelles, les machins, etc. À la caisse, vous avez les petits prix. Voilà, vous allez chez Sephora ou dans n'importe quel magasin, vous faites la queue et pendant ce temps, vous avez les mini-objets. Et en fait, en comparaison avec la robe ou la chemise que vous avez achetée, bah forcément, c'est pas cher, quoi. Mais voilà. Et c'était pas prévu, mais vous le prenez parce que ça coûte pas si cher. Et que bah, ça crée un besoin, en fait. Voilà. La puissance positive. Alors, puissance de la pensée positive, c'est pile. Hop. Alors, je l'ai pas lu celui-là, je le découvrirai avec vous. Norman Vincent Pile. Voilà. Donc, voilà. Je crois que c'est celui-là qui parle pas mal de Dieu. Voilà, donc ça parle de la prière, de Dieu, etc. Donc celui-là, je vais peut-être le lire avant et voir si c'est trop axé religion. Je sais pas si on le lira, mais je pourrais quand même vous en parler. Sauf si vous êtes intéressé et que vous voulez quand même qu'on le lise. Mais voilà, ça parle du christianisme, etc. Moi, c'est pas, je fais pas du tout des lives de religion ou, enfin, comment dire. Euh, Bien sûr, on respecte les croyances de chacun, etc. Hein, mais moi, je crois en Dieu. Mais voilà, j'ai pas envie qu'on commence à parler ou qu'il y ait des débats sur tout ça. L'objectif, c'est vraiment de parler de développement personnel. Et après, chacun, en fonction de ses croyances, et prend ce qu'il veut. Donc, on verra. Je sais pas si on va le lire, quoi. Parce que j'ai pas envie de faire la promotion d'une religion en particulier ou ci ou ça, quoi. Enfin, c'est pas du tout l'objectif. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Ah bah écoute Marie, avec plaisir. Alors, hop. Après sur Vinted et tout ça, t'as plein de livres qui sont vraiment moins chers. Et t'as plein de livres audio gratuits sur YouTube. Tu peux les regarder. Mais en tout cas, bah écoute, tu es vraiment la bienvenue. Vous êtes tous les bienvenus sur le live, donc c'est avec grand plaisir. Vente complémentaire et P+. C'est quoi P+? P+, je sais pas ce que c'est. Il y a d'autres chaînes comme les tiennes, j'aime bien ce format. Moi, j'en ai pas vu. J'ai pas vu d'autres chaînes. Parfois, je regarde je regarde sur les lives et tout ça. J'en ai jamais vu comme les miennes. Donc, vous voyez, vous êtes sur un. Le live que je vends, le produit, c'est la rareté. Voilà, donc on va aller. Je vais vous influencer pour vous dire, voilà. Donc moi, c'est la rareté et la qualité. Non, je rigole, mais j'en ai pas vu d'autres, non. Mon top 3, mon top 3 des livres. Alors pour moi, sur le développement personnel, mais vraiment sur la connaissance de soi, je dirais les livres de Joe Dispenza. Euh, je dirais Le pouvoir du moment présent. Et après, c'est classique, mais les livres de Lise Bourbeau. Non, moi, je dirais Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Voilà, que j'avais adoré. Vraiment, quand on l'a lu sur l'estime de soi. Voilà. Mais après, en fait, ils sont tous bien, c'est hyper difficile de choisir.
Parce que même les livres de Lise Bourbeau, ça apprend à vraiment se connaître les blessures que l'on a, quel type de comportement on va utiliser, quels sont les masques qu'on utilise pour, euh, par peur de revivre certaines blessures. Donc, comment on se déconnecte de soi, de sa vraie nature, de ses vrais besoins, par peur. Voilà. Donc, il est en fait, ils sont tous, franchement, ils sont vraiment, il y en a beaucoup des très très bien. Voilà, les 7 habitudes, mon livre de chevet. Ouais, il y a les 7 habitudes de ceux qui empêchent, de ceux qui réalisent, voilà, tout ce qu'ils entreprennent. Celui-là, on l'a pas encore lu, on va le lire. On le lira aussi, ouais. P+, c'est ce qu'il y a à vendre à la caisse. Ah, ok, ok. Ah oui, Aura Farah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Elle veut dire plus. C'est ça, P+, ouais. Comment peut-on juger de la qualité de tes lives s'ils sont uniques? Très bonne question, Cridi. On peut pas comparer. Mais vous pouvez juger par rapport à la sensation que vous avez par rapport aux autres lives. Est-ce que le live vous apporte des choses quand vous quittez le live? Est-ce que est-ce que vous en sortez plus ou moins satisfait qu'en écoutant d'autres lives? Moi, j'irais plutôt sur ça. Mais après, oui, c'est sûr qu'on peut pas. Non, mais il y a plein de lives qui sont super bien. Moi, j'aime beaucoup les lives ASMR. J'en écoute parfois. Voilà. Yes. Oui. Les livres s'adaptent aux personnes, donc. Les livres s'adaptent aux personnes, oui. Pour moi, oui, parce qu'en fait, on va prendre. C'est pour ça qu'un livre, vous pouvez lire un. Même une personne peut lire un livre plusieurs fois et elle le lira de manière complètement différente en fonction de la période, de son avancée sur la connaissance de soi, sur. Vous voyez, moi, Influence et Manipulation, j'avais commencé à le lire il y a quelques années et je le lis pas du tout de la même manière aujourd'hui. Voilà. Parce qu'en fonction de notre maturité, de notre état d'esprit, de plein de choses, en fait, on se découvre et il s'adapte. En fait, voilà. Donc, le pouvoir de la confiance, Stephen Covey. Ok, merci Sandy. Donc voilà, j'écoute en live en ASMR des fois. Ah, ok, Amira. Ah, donc tu es transporté par la voix et après, bah, si ça vous détend, en plus, tant mieux. Franchement, c'est super. Ça peut aider pour se développer ou avoir des nouvelles idées ou des nouvelles habitudes. Ah oui, oui, c'est ça, d'accord. Donc en fait, c'est complémentaire avec le livre L'effet cumulé qu'on avait lu la dernière fois, du coup. Merci Jungleberry, bienvenue à toi. Terminer le live là. Donc vous voyez là, aujourd'hui, on a commencé beaucoup plus tôt le live vers 20 h. Je pense que on va peut-être du coup faire ce type d'horaire-là. Donc je sais que vous n'êtes pas forcément habitués parce que en général je commence vers 21 h, 21 h 30. Mais peut-être qu'on va faire plus tôt maintenant. Voilà, je vais voir. En tout cas, on va tester plusieurs formats, on verra ce qui est le mieux. Dans tous les cas, voilà, vous avez les replays sur ma chaîne YouTube. Merci Marie, merci beaucoup. Merci cette Kassaker. Peut-on rester sans influence d'autrui? Euh, Moi, je pense pas. On se fait. Enfin, est-ce qu'on peut rester sans tout le temps? Je sais pas. Je pense pas. Il y a forcément des moments où on baisse notre vigilance et on est influencé. Puis il y a des personnes que l'on aime, que l'on trouve bien intéressantes. Il y a des personnes qui nous influencent positivement. L'influence, c'est pas que négatif. Par exemple, dans les livres de développement perso, on vous dira toujours d'aller vers des personnes qui vous feront des retours positifs pour votre bien, etc. Des personnes ou par exemple, vous avez un objectif, et ben, vous allez aller demander des conseils aux personnes qui ont déjà atteint ces objectifs-là et qui ont le recul, l'expérience, etc. Et du coup, bah, forcément, vous allez être
un petit peu influencés par leurs conseils et ce qu'ils ont fait, etc. Je pense que voilà. Mais derrière, c'est l'objectif, c'est pas forcément négatif. Voilà. Quand tu es centré, ne pas être influencé. Quand on est centré, oui. Bah, ouais. Tu vois, par exemple, Eric, on a lu Joe Dispenza. Même une personne très centrée sur elle-même sera influencée par une lecture de Joe Dispenza. Pourquoi? Parce qu'elle va y trouver un intérêt, parce que dans la lecture, il y aura des manières d'écrire qui feront en sorte que ça va nous convaincre. Tu vois, ou même si on est très centré sur soi et enfin, très déconnecté on va dire, du matériel, etc., en termes d'idées et tout ça, on va forcément être influencé par moment. L'influence l'a permis juste d'aller vers des livres. Non. Oui, voilà, c'est ça. On est tous, on influence tous à notre manière, en fait, hein. Voilà. Donc après, il y a une différence entre, enfin, en influence. Après, il faut prendre et choisir par soi-même, réfléchir par soi-même et faire ses propres choix. Mais forcément, en faisant des choix, on va être influencé par certaines informations, quoi. Voir des choses plus poussées, mais cela ne changera mon centre. Oui, après, évidemment, il y a un certain degré, quoi, on va dire, de, ouais, de manipulation, on va dire, quoi. Comment trouve-t-on les autres livres déjà lus? Alors, en fait, on peut pas les trouver. En fait, en fait, c'est grâce à une personne sur le live que je salue d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, qui m'a dit en fait que les lives étaient enregistrés sur TikTok, mais du coup, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, et donc j'ai pu, et en fait, les lives sont enregistrés sur TikTok pendant un mois. Et donc, je n'ai pu vous mettre que les lives du dernier mois. Donc, voilà, j'ai pu enregistrer qu'à partir du livre de Joe Dispenza. Donc, c'est pour ça que je vous disais que vous pouvez retrouver une partie de la lecture, donc à partir du chapitre 5. Et après, toutes les prochaines lectures seront mises sur ma chaîne YouTube. Voilà, je publierai au fur et à mesure. Voilà. Après, si vous voulez, il y a des livres qu'on pourra relire. Il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Déjà, on relira Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill parce que c'était le premier qu'on avait lu il y a longtemps. Si vous voulez qu'on relise ou qu'on voit ensemble des livres comme Lise Bourbeau ou d'autres qui en général intéressent pas mal, on pourra revenir dessus, quoi, il n'y a pas de souci. Voilà. Coucou Camille, j'ai participé à un concours d'art oratoire, mais je ne sais pas si je suis assez prête. Euh, est-ce que tu as avec des personnes qui t'entraînent ou pas? Il faut que tu t'enregistres et que tu trouves soit des professeurs ou des personnes qui ont déjà passé des concours pour t'entraîner, qui puissent t'aider à t'entraîner, je pense. Voilà. Après, on est prête, on sait qu'on est prête qu'après l'avoir fait. Mais tu peux t'entraîner au maximum et pour t'entraîner au max, ouais, il faut que tu sois entouré, peut-être qu'on te donne des conseils, que tu sois écouté et que tu t'enregistres aussi. Voilà, et que tu regardes aussi, qu'on te donne des techniques d'argumentation, etc., tu sais. Après, moi, je suis pas du tout une spécialiste de ça, donc je pourrais pas vraiment t'aider. Mais là, comme ça, c'est ce qui me vient, quoi. Voilà. Bah, essaye de voir si t'as pas des profs qui peuvent t'aider. Je sais pas quel type d'études tu fais. Si t'as pas, s'il y a pas, par exemple, des associations ou des coachs en prise de parole, etc. Essaye de regarder des vidéos sur YouTube et tout ça pour t'aider. Tu pourras te trouver des nouvelles techniques. Voilà. Et, bah, et on te souhaite bonne chance, en tout cas. Et n'hésite pas à revenir nous dire comment ça s'est passé. Voilà.
La chaîne YouTube, c'est Madame-du-bas succès. C'est le même nom que sur mon TikTok. Ça change rarement tes bases. Voilà, c'est ça, Eric. C'est ça, c'est ça. C'est qu'après, le socle, la base ne va pas changer. Euh, Tu vas pas être influencé au point de complètement changer ta personnalité ou faire des choses qui sont pas alignées avec toi-même. Mais parfois, il y a des choses qui peuvent t'intéresser et qui sont, en fait, c'est des idées qui sont alignées avec toi, dans les valeurs, les principes, etc., que tu peux intégrer si tu acceptes, en fait. Voilà. Et qui résonnent, comme tu dis, ouais. Voilà. Voilà. De rien. De rien, Camille. N'hésite pas à revenir nous dire, c'est quand ton... C'est quand le concours? Coucou, Aprende. C'est ça, Aprende? Ah bah super. Apparemment, ouais, il ouvre les yeux sur toutes les techniques et sur un peu le monde dans lequel on vit. Et à mon avis, ça aide quand même. Je pense que ce livre doit aider quand on a, que ce soit au travail ou ailleurs, quand on a besoin de convaincre quelqu'un, ça doit aider quand même. Voilà. To- Toi seul, tu sais, si tu es prête, écoute ton cœur, fais-toi confiance. Ouais, merci Florence. Tout à fait. De toute manière, tu donnes le maximum de toi-même. Essaie de, voilà, tu donnes, il faut pas que tu aies de regrets, tu donnes le maximum de toi-même. Essaie de trouver des, euh, des conseils, soit sur des plateformes, soit à des professeurs ou à des profs, ou voilà, sur YouTube, tu as beaucoup, beaucoup de contenu. Peut-être même que tu peux écrire à des personnes sur les réseaux qui ont fait la même chose, qui pourront te donner des conseils. T'as toujours des gens, en général, les gens aiment aider et trouver des, voilà, les gens sont assez flattés en général quand on leur demande de l'aide, donc n'hésite pas à aller le faire parce que souvent on a des retours positifs. Et t'as encore un peu de temps, c'est en janvier, donc n'hésite pas à le faire. N'aie pas peur en fait, il faut oser, ose aller demander de l'aide. Si c'est la première fois que tu le fais, essaye de voir si quelqu'un peut aussi te donner des retours. D'avoir un bon bouquin, écoutez. T'es où, Camille? Oui, après, c'est pour ça, t'es pas obligé d'avoir des livres. Tu peux trouver beaucoup de contenu sur Internet. euh, et essaie de te filmer. Et peut-être que tu peux envoyer les vidéos à des personnes qui pourront te faire des retours. Voilà. Hop. Mais en tout cas, bravo. Bravo de le faire parce que les concours d'art oratoire, c'est pas du tout évident. Et bravo, franchement bravo d'oser le faire. Et le principal, c'est de l'avoir fait, hein. C'est parce que là, tu es en train d'apprendre, grâce à cette expérience, tu apprends et tu vas ressortir grandi, tu vas savoir faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire ou apprendre avant de t'y inscrire. Donc bravo, en tout cas. Le principal, c'est de l'avoir fait, hein. Voilà, voilà. Aurait été plus adéquate. Si j'ai pas compris, crédit. Bonsoir S. Donc on va clôturer le live. Yes. Tu vois Camille, on t'encourage. Donc c'est trop cool. Donc n'hésite pas à revenir nous dire comment ça se passe. Si tu as réussi. Si jamais dans toutes les personnes qui sont sur le live, vous connaissez des personnes en art oratoire. Bon, je me permets Camille, hein. Mais n'hésitez pas à écrire à Camille s'il y a des personnes qui veulent peut-être donner un contact ou qui ont de l'expérience, etc. Voilà. Bon, Camille, je sais pas si tu as envie, mais en tout cas, si jamais, voilà.
N'hésitez pas. Ça marche comme ça aussi, c'est grâce aux réseaux sociaux, donc voilà. Voilà, voilà. Yes, c'est passé super vite. C'est passé vite. Ça passe toujours, les lives, ils passent toujours super vite, hein, entre la lecture et après les discussions. Ouais, là, ça va faire 2 heures. Donc, vous voyez, ça passe très vite. Depuis combien de temps? Alors, je m'y suis mise vraiment à fond, depuis 1 an et demi, 2 ans. Avant, j'en lisais, mais là, disons qu'avec les lives, plus ce que je lis à côté, bah, c'est vrai que j'enchaîne pas mal. Avant, j'en lisais un, et je prenais le temps. Mais là, c'est vrai qu'avec les lives, j'en lis beaucoup. Mais après, ça fait longtemps que je travaille sur moi et que je fais du développement personnel. Parce qu'autour du dev perso, il n'y a pas que les livres, mais en tout cas, c'est une très bonne base déjà. De rien, Boubacar. Donc voilà. Alors on va clôturer le live et surtout n'hésitez pas à contacter Camille si jamais vous avez des si jamais vous avez un réseau là-dedans ou des bons conseils à lui donner ou voilà. N'hésitez pas. Euh, que- et vous trouvez que parce que j'ai l'impression que l'effet ne dure qu'un temps pour moi. Je vois ce que tu veux dire, S. Alors, disons il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que, en fait, on a certains blocages dus à des conditionnements, à des croyances ancrées, etc. Donc, pour faire évoluer notre état d'esprit et oser faire des choses, il y a, il y a la lecture, il faut mettre en place des habitudes et les habitudes, ça s'intègre dans notre cerveau au bout d'un certain temps, donc il faut de la durée. C'est 20 jours, je crois, pour qu'une habitude entre dans notre quotidien et que notre cerveau l'intègre. Donc il faut du temps. Et après, pour tout ce qui va être pensée limitante, croyances, les schémas qui se répètent, etc., il faut vraiment aller comprendre pourquoi. Il faut comprendre les événements que l'on a vécus, les conditionnements, dans quel type d'environnement. Il faut se questionner, il faut faire des introspections. Et si vraiment c'est compliqué, ben moi je vous le dis toujours, n'hésitez pas à faire des thérapies, même si c'est des thérapies courtes, etc. Ça permet de, d'être aidé à mieux se comprendre, mais après on peut le faire soi-même. En lisant, il y a plein de livres pour vous apprendre à vous connaître, il y a plein de techniques. Faites de l'écriture, il faut écrire, n'hésitez pas, voilà, il y a plein de choses en fait. Voilà, 21 jours, c'est ça. C'est ça, Amira, voilà. Voilà, voilà. La lecture, ça fait travailler le conscient. Voilà, exactement. Et après, il faut aller dans l'inconscient. N'hésitez pas à lire Joe Dispenza. Voilà, on a lu Joe Dispenza. Euh... Eckhart Tolle. Essayez de faire un peu de méditation, d'écriture. Voilà. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Coucou Elvis. Ouais, alors en fait, ce que j'expliquais, c'est que là, on va clôturer le live. En fait, j'ai commencé à 20 h, enfin vers 20 h 15. Et sur les prochains, j'essaierai de faire les lives du coup un peu plus tôt que d'habitude. Donc on commencera vers 20 h, 20 h 30 maintenant. Voilà. Et en fonction, on verra si ça vous convient ou pas. Et voilà. Et du coup, le live, je vais le mettre sur YouTube. Donc tu auras le replay. Voilà, les dépendances affectives. On va le lire, ouais. De Véronique Berger. On va le lire. Yes, Elvis. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. J'espère que le format un peu plus tôt vous a plu. C'est vrai qu'on est habitué à rester plus longtemps ensemble jusqu'à 23 heures. Mais en tout cas, voilà, j'espère que l'heure vous convient quand même. Et, euh, et que le contenu et que le livre vous intéresse ou au moins, voilà, n'hésitez pas à me dire. C'est vrai que ça change de Joe Dispenza, mais ça permet de voir plein de choses différentes. Donc
Donc, enfin, moi, je trouve que ça reste intéressant. Et vous voyez, dans tous les cas, on est sur un livre beaucoup, enfin, il y a beaucoup moins de pages et il est beaucoup moins, vous voyez, beaucoup moins gros que celui de Joe Dispenza. Donc, on mettra pas beaucoup de temps à le lire. Et ensuite, on verra on verra ensemble. Soit Napoléon Hill, les dépendances affectives ou Jung, on verra. Voilà, il y en a plein, donc on verra ce qu'on lit. Pas trop le choix, oui, c'est ça, ouais. Mais après, voilà, vous me direz ce que vous en pensez des horaires et tout ça. Si vraiment faut faire plus tard, je referai plus tard, quoi. Voilà. Merci Florence. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, à me mettre des petits pouces sur les vidéos. Vous pouvez les écouter, voilà, en mode podcast. Et voilà, ça me permettra de lancer ma chaîne et voilà. Et je serai pleine de gratitude aussi. Donc voilà, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous. Donc voilà, coucou Ange. Et voilà, merci Ange pour ton retour sur le livre. Voilà, donc on a plein de retours positifs, c'est super. C'est mieux comme ça, ok. C'est ça, à cette période de l'année, c'est mieux tôt. Oui, c'est ça. Parce qu'avec l'hiver, etc., moi, ça me fait tard, en fait, d'attendre jusqu'à 21 h ou 21 h 30 à chaque fois. Donc, je voulais essayer de commencer plus tôt et essayer de me lever aussi plus tôt. Voilà, c'est un peu mon objectif là. Donc, du coup, faut que je me... Forcément, faut se coucher plus tôt, quoi. Voilà. Yes. Très très bonne soirée à tout le monde. J'ai pas fait de sport aujourd'hui. Ben, tu te rattraperas demain, Elvis. Ou alors il est pas trop tard si tu veux te faire une petite séance à 22 h. Tu te mets une petite vidéo YouTube ou je sais pas trop. La journée n'est pas terminée. Voilà. Tu peux te faire une petite séance. N'hésite pas. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à mercredi. Si jamais il n'y a pas de live mercredi, je vous préviendrai. Et normalement, il y en aura aussi ce week-end. Voilà. D'habitude, j'en fais pas le week-end, mais là, il y en aura. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Amira, merci Kridi, merci Elvis, Florence, Eric, Miss Gina, merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés, à tous les nouveaux. Et je vous souhaite voilà, une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à mercredi. Merci, Parfum de Niche. Bonne soirée. Merci.